Hop, alors voilà. Donc, écoutez, alors merci Mirella et pour l'invitation. Ah, c'est vraiment avec plaisir qu'on peut parler de ce sujet de neuromonitoring au cours de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Avec Nicolas Joram, on a développé, vous allez voir, un intérêt particulier pour ce sujet. J'en profite pour dire bonjour à ceux que je connais, dont j'ai reconnu les noms dans la liste des participants et qui se reconnaîtront. Et donc voilà, Pierre Bourgoin, je suis anesthésiste réanimateur, je travaille en réanimation pédiatrique et au bloc des cardiopathies congénitales pédiatriques à Nantes, et je suis actuellement à La Réunion, pour ceux que ça intéresserait. Alors, je vais parler rapidement, mais j'ai vu que vous avez eu un cours ce matin que je n'ai pas pu suivre sur le sujet, mais je vais parler rapidement quand même des conséquences neurologiques de la CEC. Ce sera extrêmement rapide. Tout ça pour aboutir à parler de débit sanguin cérébral et surtout de son estimation par la spectroscopie infrarouge, dont vous avez certainement déjà dû entendre parler. Ça nous amènera à parler d'un de nos dadas, et ce sera pour sortir un petit peu peut-être du cours magistral, donner un petit peu un exemple de l'utilisation qu'on fait de la NIRS à Nantes, mais pas seulement à Nantes, évidemment, on a des collaborations pour ça, même si c'est au titre de la recherche. Et très rapidement, on parlera d'autres éléments du neuromonitoring PERSE, mais comme ça se croise avec ce qu'on se fait en animation, vous verrez que ce sera l'occasion de transmettre la parole à mon confrère Nicolas Joram. Alors, la chirurgie cardiaque, évidemment, vous le savez, une de nos grandes préoccupations, c'est d'en comprendre et de dépister et éventuellement de prévenir les conséquences neurologiques. Il y a évidemment un stress inflammatoire, des micro-emboles, micro-bleeds, des épisodes d'hypoxie cérébrale, en général par hypoperfusion cérébrale. C'est surtout là-dessus qu'on va s'étendre. Et puis, on a éventuellement des troubles de la coagulation, des événements hémorragiques. Bref, tout ça fait qu'on a une dysfonction cérébrale au sens large, une encéphalopathie périopératoire, disons, euh, post-opératoire. Alors, chez l'enfant, excusez-moi, je m'aperçois que l'image n'est pas belle, mais chez l'enfant, ce qui est très particulier, eh ben, c'est que on prend un patient en charge qui a déjà probablement en préopératoire et même en anténatal, éventuellement, on en reparlera demain dans l'occasion de transmission des gros vaisseaux, éventuellement un cerveau vulnérable avec éventuellement des épisodes d'hypoxie préopératoire. Et puis surtout, en tant qu'anesthésiste réanimateur, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe en période périopératoire. Mais l'étude du neurodéveloppement chez l'enfant et les conséquences à plus long terme de la chirurgie cardiaque ou même de la cardiopathie en elle-même, elle est liée à tellement de choses et notamment des études récentes. D'ailleurs, il y a des séminaires dont je pourrais vous donner les adresses, montrent que le niveau socio-économique, des choses qui sont modifiables, donc c'est intéressant, joue même presque plus que le type de cardiopathie ou la qualité de la prise en charge. Alors, c'est à tel point que la question est même de se demander, finalement, c'est en tant qu'anesthésiste réanimateur, est-ce qu'on a un rôle là-dedans? Est-ce qu'on a quelque chose à faire? Je cite souvent pardon, cette diapo. Cette petite diapo, ne vous intéressez pas vraiment à la diapo, c'est Hoffman, qui est un grand nom de l'anesthésie réanimation cardiaque pédiatrique, qui a cette diapo qui est intéressante, qui s'intéresse avec un score composite à l'outcome à 4 ans au sens très large et regarde ce qui se passe pendant la chirurgie de Norwood. Bon, encore une fois, ne vous intéressez pas à cette diapo, mais pour dire que ce qui se passe en périopératoire en termes de SVO2, en termes de PCO2, peut avoir quand même des conséquences très importantes à 4 ans. Donc oui, l'anesthésiste, un réanimateur, a un rôle à jouer pour ces enfants, y compris pour le développement neurodéveloppemental. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Autre image ici, une revue récente. Vous pourrez me mettre par mail si vous voulez n'importe quel des articles qui sont cités dans le topo. Je peux vous les envoyer par mail, bien sûr. Ici, une revue très intéressante sur finalement tout ce qui va faire qu'on a une vulnérabilité cérébrale au cours de la chirurgie cardiaque et qu'est-ce qu'on peut prévenir. Vous voyez que finalement, nous, ce qui va nous intéresser en tant qu'anesthésiste animateur,
c'est ce qui va se passer pendant la chirurgie et vous allez voir par quel mécanisme on va avoir des lésions de substances blanches acquises, notamment dans la chirurgie cardiaque néonatale, ce qui est vraiment le cœur du sujet. Et alors, c'est tellement important que, vous voyez, des études ici en IRM vous montrent des cerveaux, une IRM pré-op et post-op chez un nouveau-né opéré du cœur. C'est des images qui sont extrêmement classiques. Et vous voyez ici des lésions périventriculaires de substance blanche tout à fait nettes qui sont donc acquises. Et donc, sur des études qui sont maintenant anciennes, et c'est des études qu'on va, nous, là, pouvoir reproduire bientôt pour voir avec les nouveaux modes d'anesthésie, de chirurgie, de CEC, les nouvelles procédures de perfusion cérébrale, etc. Pour voir si on retrouve une incidence aussi élevée. Mais dans les études des années 2000, on a jusqu'à 30 à 50% de nouvelles lésions en IRM post-opératoire qui sont en général des lésions de substances blanches. Ce qui est important, et on en reparlera aussi dans la transposition, c'est que ces images sont toujours en référence avec un examen préopératoire, puisque nombre des patients avec des cardiopathies, notamment cyanogènes, présentent des lésions cérébrales préopératoires. Quelle est la physiopathologie de ces lésions neurologiques post-CEC? Excusez-moi, j'ai toujours la fenêtre qui me gêne. Voilà. La physiopathologie, là encore, je ne sais pas ce que vous avez été dit ce matin. Il y a plusieurs éléments mécanistiques ou de la physiopathologique qui peuvent être évoqués sur des IRM post-opératoires. Je me base beaucoup, moi, dans le topo sur la chirurgie cardiaque néonatale, puisque c'est vraiment cette population, encore une fois, qui nous intéresse, et c'est là qu'il y a le plus de descriptions. Il n'y a quasiment aucune description d'IRM post-opératoire chez des jeunes de 6 ans ou de 5 ans, ou même des nourrissons. Donc, hop, je suis un peu gêné, excusez-moi. Donc, la lésion qu'on retrouve le plus souvent après une CEC, c'est ce qu'on appelle des micro-embloles ou des micro-bleeds. C'est extrêmement fréquent, c'est quasiment constant après, si on fait l'IRM dans les 3 semaines après la chirurgie cardiaque. On peut éventuellement, dans les études, quand on essaye de faire des scores de quantification des lésions neuronales post-chirurgie cardiaque, regrouper ces lésions en les comptant, les dénombrant et en prenant leur diabète maximal. On quantifie ça avec un MRI Injury Score, ce qui est le score le plus connu. Et l'association au pronostic de ces microbilles n'est pas vraiment connue. Et en tout cas, indépendamment de l'âge, des circonstances de chirurgie et de la cardiopathie, c'est très dur de dire que ces microbilles vont avoir une conséquence sur l'avenir de l'enfant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux décrit, vous voyez ici une image d'une étude récente qui est très intéressante puisqu'elle montre la topographie des lésions après chirurgie cardiaque néonatale et avec un cadre chronologique et une comparaison tout à fait probablement pertinente avec les nouveau-nés prématurés ou encore l'anoxoischémie néonatale, donc ce qu'on voit, donc ce qu'on appelait jusqu'à présent les souffrances néonatales. Et donc, on voit bien que la topographie de ces lésions, elle est très régulièrement donc périventriculaire et des lésions de substance blanche, ce qui rappelle encore une fois donc les lésions du préterme ou de l'anoxoschémie cérébrale et qui sont donc suspectées largement d'être liées à des modifications du débit sanguin cérébral périopératoire. C'est également d'autant plus fréquent et d'autant plus vrai qu'on a une immaturité de la barrière hémato-encéphalique, donc blood-brain barrier en bon franglais. Ça génère des lésions de substance blanche. Et là, pour le coup, on a beaucoup plus de biscuits pour dire qu'il y a une association avec le pronostic neurologique ultérieur. Autre cadre nosologique, stroke, donc des emboles qui peuvent être plus gros au décours de la CEC ou en préopératoire, des hémorragies aussi qui peuvent toujours survenir dans le cadre de la CEC, mais qui sont quand même beaucoup plus rares que ce qu'on a vu au précédent. Vous verrez que avec le monitoring que l'on propose, il est quasiment impossible de dépister ces événements qui le seront éventuellement sur des arguments cliniques ou électroencéphalographiques post-opératoires. Et là aussi, l'association pronostic, elle est un peu plus dure à mettre en évidence, mais surtout parce qu'elles sont beaucoup plus rares et rarement indépendantes d'autres mécanismes. Et puis la dernière chose qui, pour le coup, va être aussi très intéressante dans le cadre du neuromonitoring péropératoire, c'est ce qu'on appelle les watershed infarcts. Pareil, je suis désolé pour les termes anglais, mais
C'est ce qu'on retrouve dans les publications. C'est ce qu'on appelle également les AVC jonctionnels. Donc, c'est ces événements ischémiques qui sont liés à un bas débit sanguin cérébral pour le coup et qui vont toucher plus préférentiellement des zones qui vont être à l'intersection, au carrefour de vascularisation par les artères cérébrales occipitales, moyennes ou antérieures. Et donc, aux intersections de ces territoires vasculaires, on va avoir facilement des événements ischémiques, pour le coup, on va chercher à dépister avec le neuromonitoring périopératoire. Alors, on va parler, donc vous avez compris, de ce que finalement on va pouvoir monitorer, dépister, éventuellement améliorer, c'est-à-dire le débit sanguin cérébral, et vous allez voir de quelle manière, évidemment, on l'estime par la NIRS. Donc, le débit sanguin cérébral, il, excusez-moi, c'est donc la seule source, pardon, d'oxygène du cerveau, donc on ne peut pas avoir d'interruption du débit sanguin cérébral qui, chez le nouveau-né, le bébé, représente une grande partie du débit cardiaque. Alors, on ne peut pas se passer d'oxygène sauf en hypothermie profonde, ce qui peut être traité ailleurs dans le DU. On ne l'évoquera pas beaucoup ici, puisque ça se fait quand même de moins en moins, hein. On est aujourd'hui plutôt sur les techniques de perfusion cérébrale sélective, on en parlera un petit peu. Et donc, bien sûr, la perfusion cérébrale, donc le débit sanguin cérébral, il dépend essentiellement, comme vous le savez, de la pression artérielle moyenne et de la différence de l'addition de la PVC et éventuellement de la PIX, qui ne va pas trop nous concerner dans notre population. Une excellente revue sur le débit sanguin cérébral chez le nouveau-né, les facteurs déterminants, le moyen de monitoring, etc., que je pourrais vous faire passer. C'est une revue récente, si vous voyez, de Genevois, qui vous rappelle un petit peu les normales pour l'âge et également qui vous rappelle quelles sont les limites inférieures à ne pas franchir pour éviter donc des hypoxies cérébrales éventuellement prolongées au cours de la chirurgie cardiaque. Alors, comment estimer le débit sanguin cérébral au lit du patient? On parlera très rapidement à la fin du Doppler transcrânien, puisque finalement, il y a eu quelques tentatives, mais peu d'applications aujourd'hui du Doppler transcrânien. C'est en train de changer avec des têtes de Doppler qui deviennent maintenant, qui vont chercher le flux automatisé en continu, mais ça n'existe pas à ma connaissance chez le nouveau-né. Et surtout, on va parler du NIRS. Vous allez voir, c'est très simple évidemment à comprendre. Comment maintenant optimiser le débit sanguin cérébral pendant la CEC? On en parlera plus en détail à la fin du tour. Alors, on va aller vers le NIRS. Je ne sais pas ce qui vous a déjà été dit sur cette technique de monitoring. Donc, j'espère ne pas faire trop de redites. Et par contre, je ferai peut-être quelques contradictions avec les gens qui vont précéder. Donc, le NIRS, hein, ça marche avec une électrode qu'on appelle une optode. Une optode, ça veut dire qu'on a une partie de l'électrode qui est émettrice et une autre partie de l'électrode, vous voyez, qui est réceptrice. Alors, il y a différentes tailles d'électrodes en fonction de la taille du patient et c'est absolument important dans la méthode d'utiliser les tailles d'électrodes qui sont adaptées à l'âge du patient. Donc, si on fait la chirurgie néonatale, il faut des électrodes néonatales. C'est faux de dire hein, qu'on va aller plus profond. Ce ne serait pas adéquat et ce ne serait pas surtout utiliser les algorithmes qui ont été validés pour le NIRS. Donc, vous voyez on émet une lumière qui est proche de l'infrarouge, donc à une certaine voilà, focale, distance, et on va recevoir le signal par des électrodes donc, détectrices avec deux électrodes, donc différentes distances inter entre l'émetteur et le détecteur, ce qui fait qu'on va avoir différentes profondeurs de tissu. Et en fonction de ça, évidemment, on va pouvoir, toute la qualité du monitoring et du dispositif fait qu'on va filtrer certains signaux qui ne sont pas intéressants et garder d'autres signaux qui sont intéressants. Donc, ce qu'on va utiliser et regarder et comprendre un peu comment ça marche, ça fait comprendre aussi ce qui fait des faux positifs éventuellement. Donc, on va regarder l'atténuation de la lumière et notamment à travers l'oxyhémoglobine et la désoxyhémoglobine. Donc, d'emblée, hein, ce qu'on voit avec le fonctionnement de cette machine, c'est qu'on va
pouvoir mesurer un volume global d'hémoglobine. Et puis il y a aussi, attention, d'autres éléments qui vont absorber la lumière, qui vont faire des faux positifs, la mélanine par exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué que parfois chez les sujets noirs de peau, on peut avoir des soucis puisque l'électrode est collée sur la peau. Si vous avez également, par exemple, des hématomes sous-duraux chroniques, on va avoir des soucis. Le gras, c'est pas tellement, les sujets gros, c'est pas tellement là on est gros. Et puis, il y a aussi un phénomène de diffusion dynamique de la couleur, de la lumière, mais là, c'est pris en charge directement le machine. Alors ça, c'est la publication Princeps sur le NIRS. C'est pas si vieux hein, comme étude, mais enfin, il y a quand même 30 ans, un petit peu près, maintenant, 30 ans pile, de travail et vous verrez pas beaucoup de recherches finalement dans notre sujet sur le NIRS. Et donc, vous voyez qu'au départ, et ça c'est vraiment très important de comprendre que le NIRS, c'est une mesure de débit sanguin cérébral. Et dans l'histoire, voilà, dans les publications suivantes, on a d'abord utilisé cette méthode comme un monitoring, une estimation pour mesurer la qualité de l'hémodynamique cérébrale, mais aussi globale beaucoup plus que pour faire du neuromonitoring. On n'est pas sur la lésion neuronale, on est sur le débit sanguin cérébral. C'est vraiment fondamental de comprendre ça pour comprendre les limites du NIR, c'est ce qu'on peut en attendre. Donc, vous voyez que le flot d'hémoglobine, il va dépendre finalement d'un delta entre l'hémoglobine saturée et l'hémoglobine désaturée ou l'hémoglobine totale. Et il va dépendre aussi de la saturation du patient. Donc, je passe très vite sur ces sujets, mais pour dire que dans les années 80, hein, on a fait des mesures physiologiques, on a dénudé des artères pour aller mesurer de différentes manières avec des gold standards le flux de l'hémoglobine à travers les artérioles cérébrales et on a pu voir finalement le NIRS, enfin, cette mesure spectroscopique permettait une excellente estimation du débit sanguin cérébral. Et puis après, on a utilisé par loi de Fick, que je vous rappelle ici, on a utilisé cette technique et en associant différents capteurs d'oxygénation tissulaire, donc au niveau cérébral, éventuellement au niveau rénal, et on a cherché à estimer la SVO2. Donc finalement, vous voyez qu'on a cherché à utiliser la NIRS comme surrogate du débit cardiaque et d'en faire, et c'est aujourd'hui vraiment la grande utilisation largement diffusée, universelle du NIRS, et d'avoir un monitoring hémodynamique non invasif qui peut éventuellement être dirigé sur le cerveau ou d'autres secteurs d'intérêt comme le rein, l'abdomen dans certaines situations, des choses comme ça. Et vous voyez que bon, on a une estimation qui, bon an mal an, est à peu près bonne du débit enfin, de la SVO2 et éventuellement donc de l'hémodynamique générale grâce à ce dispositif. Mais enfin, vous voyez très bien aussi sur cette courbe que ben, vous ne pouvez pas en attendre non plus la qualité d'une échographie cardiaque ou d'une mesure de débit cardiaque par soi, ou des choses comme ça. Cela dit, pour aller plus loin et pour rentrer un peu plus dans le neuromonitoring, ce qui est intéressant, c'est que le NIRS aussi sur des études, alors là, on a des corrélations qui sont beaucoup plus évasives, mais enfin, ça reste assez intéressant si on s'intéresse au positionnement de la NIRS sur les lobes frontaux. Vous voyez qu'on est capable d'estimer avec quand même une bonne précision les saturations veineuse cérébrale. Hein, donc ça, c'est de la littérature qui va être intéressante et qui a été faite dans le cadre du traumatisme crânien, mais aussi éventuellement un marqueur assez sensible, mais très peu spécifique de la souffrance cérébrale, qui est le lactate mesuré dans le compartiment cérébral. Maintenant, plus récemment, mais bon, à partir des années 2000, on a commencé à utiliser la NIRS dans la chirurgie cardiaque pédiatrique. Et là aussi, on a d'abord cherché à faire des mesures d'hémodynamique générale avec des SVO2. Vous voyez que, pareil, hein, l'utilisation de la NIRS est un bon outil pour mesurer l'hémodynamique cérébrale. Si vous regardez, d'ailleurs, un petit point de méthodo, hein, vous savez que quand on cherche à analyser la qualité d'un marqueur diagnostique, que ce soit biologique ou ici traitement du signal,
Les facteurs de corrélation de Spearman vous donnent une indication quand même assez grossière. C'est beaucoup plus mieux d'aller sur ce type de graphique qu'on appelle de Blunt et Altman. Bon, vous voyez ici quand même qu'on a un certain nombre de patients qui se retrouvent à 10 à 20% de différence, qui quand même sur le plan clinique peut commencer à être significatif. Et évidemment, si on rentre dans le détail, on a l'explication, c'est qu'on a une population très particulière dans laquelle il y a des patients cyanogènes. Et donc, évidemment, à chaque fois qu'on commence à avoir un outil qui s'intéresse au taux d'hémoglobine oxygéné, on a la pollution par éventuellement des malades qui ont un shunt et chez qui le taux d'hémoglobine, par exemple, va avoir beaucoup plus d'influence sur la SpO2 que d'autres patients. Et c'est le cas des patients à cardiopathie congénitale. Donc, ici, dans l'exemple de cette publication, des patients avec une physiologie de Fontan ou en post-opératoire de Glenn. Alors, à partir de cette étude, on a commencé dans les années toujours 2000 à s'intéresser au NIRS et de quelle manière on allait pouvoir développer des interventions basées sur le NIRS. Et donc, ce qu'on appelle le Merkin Protocol, ce que je suis sûr vous utilisez tous, peut-être sans savoir que ça vient de ce monsieur et de cette publication, qui est finalement quelles sont les interventions devant une désaturation cérébrale, donc objectivée par le NIRS. Donc, soit une réduction de 20% par rapport aux valeurs de base. Je n'ai pas insisté là-dessus parce qu'il faut faire des choix, mais il y a une grande variabilité individuelle des chiffres de NIRS bruts, et y compris dans le temps. Et donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant de s'intéresser à la valeur basale. À partir du moment où vous savez que vos patients vont bien, qu'a priori l'oxygène sont le cerveau, ce qui va être intéressant, c'est la valeur de base. D'accord? Donc, si vous avez un chiffre par contre inférieur à 60%, une réduction bilatérale de 20%. Alors d'abord, dans cet algorithme, si vous avez une baisse unilatérale ici, vous allez vérifier la position de la tête. Ça, c'est pas un algorithme qui est fait pour la chirurgie cardiaque uniquement, hein. Mais vous allez vérifier s'il n'y a pas éventuellement un risque d'une occlusion unilatérale, soit veineuse, soit artérielle. Et si vous avez une réduction de NIRS, vous allez d'abord checker si vous avez des bonnes pressions artérielles moyennes, on en reparlera largement un peu plus tard, checker si vous avez des bonnes saturations systémiques, une PaCO2 correcte, puisque vous savez que, ou vous ne savez pas, mais on en reparlera plus tard, qu'il s'agit du déterminant principal du débit sanguin cérébral, le niveau d'hémoglobine, le niveau de SVO2, donc cardiaque. Finalement, vous voyez que on va s'assurer de tout ce qui fait varier soit le débit sanguin cérébral, soit finalement la SVO2. Et enfin, ce qui est plutôt rare dans notre contexte opératoire, au bloc opératoire sous anesthésie, est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle le cerveau consommerait un peu plus d'oxygène? Une petite chose sur laquelle je voulais insister à propos de cet algorithme, vous voyez qu'en premier intervient la pression artérielle moyenne comme déterminant finalement principal du chiffre de NIRS, mais parlons plutôt du débit sanguin cérébral. En CEC, c'est important, c'est quelque chose qui est absolument discutable, ce que je vous dis là, mais qui est quand même à garder à l'esprit. Cette chose à garder à l'esprit, c'est que le débit sanguin cérébral, jusqu'à preuve du contraire, et c'est d'autant plus vrai, vous allez le voir, qu'on est sous CEC, sous anesthésie, etc. Il dépend beaucoup du débit de la pression artérielle moyenne. Et dans cette étude, vous voyez, vous regardez le débit sanguin cérébral avant CEC, pendant CEC. On utilise deux niveaux de flow, donc du bas débit de pompe ou un débit plutôt normal. Vous voyez ici un index cardiaque aux alentours de 2,2. Hein, donc je ne sais pas quelles sont vos cibles dans vos centres, mais 2,2, 2,6, 2,8, 3 litres d'index, c'est à peu près ce qui est reconnu par tous. Et vous voyez que le déterminant principal du débit sanguin cérébral, lorsque on est en tout cas sous pompe, c'est la pression artérielle moyenne. Et je cite ce papier qui a été fait chez les babouins
euh, mais pour justifier un petit peu notre thématique de recherche que je vais vous présenter dans un instant. Autre algorithme à propos des NIRS, un papier, une revue très intéressante sur le NIRS dans la chirurgie cardiaque congénitale que j'ai relu à l'occasion de ce topo que je pourrais vous faire passer, qui est très bien fait, qui parle très bien de l'intérêt et des limites de ce type de monitoring. Et ce qui est intéressant ici, bah, c'est que c'est adapté finalement à notre pratique de la CEC pédiatrique. Et donc, je vais juste détailler un petit peu ce qui est intéressant, en dehors de ce qu'on a dit avant sur finalement les interventions à mener ou les éléments à checker quand on a un IRS bas. Et ben ici, des choses un petit peu particulières à la CEC, comme la malposition des canules aortiques. Je vais vous montrer une diapo juste après. Mais aussi la qualité finalement de la CEC, que ce soit en termes d'oxygénation, de map, de débit, etc. Tout ce qu'il va falloir discuter lors de la CEC, et notamment une chose, je n'ai pas insisté là-dessus, sur alpha-stat, pH-stat, parce que ce n'était pas forcément le sujet, mais on pourra en discuter si vous voulez lors des questions. Voilà, donc je vous ferai passer à ceux qui veulent cette revue intéressante qui résume bien tout ce que je viens de dire sur le NIRS. Ici, bah, quelque chose qui peut être fréquent, il faut imaginer que la crosse aortique des bébés qui se sont opérés, c'est tout petit. C'est des choses qui m'est arrivé, je dirais quand même quelques fois, même maintes fois, de voir un flot finalement dans la canule artérielle de réinjection qui pourrait être préférentiellement vers un tronc supraortique aux dépens d'autres troncs supraortiques. Notamment lorsqu'on cannule directement, vous savez, le TABC pour faire de la perfusion cérébrale, c'est utile pour des raisons X ou Y de direction du flux. Eh ben, on peut avoir des épisodes de NIRS qui s'effondrent brutalement et qui peuvent amener le chirurgien, en collaboration avec l'anesthésiste, à replacer les canules artérielles. Ça peut être aussi le cas alors qu'on place une canule veineuse et qu'on a un mauvais drainage veineux pour une raison X ou Y. On pourrait imaginer à ce moment-là avoir un mauvais drainage veineux et finir par avoir des lésions cérébrales. Mais dans ce cas-là, ce que je vous conseille, si vous avez un capteur de PVC en position veine cave sub, c'est de vérifier que les PV baissent bien, ce qui est la meilleure chose pour vérifier qu'on ait un bon débit. Ou alors, si vous faites des cannulations bicavales, veine cave sub, veine cave 1, au début de la CEC, de vérifier que vous avez un bon débit sur la veine cave, sur la canule cave sub, qui vous permet de dire que vous êtes sûr de bien drainer le cerveau et de ne pas avoir de soucis. Parce que c'est souvent dit dans les topos sur le NIRS qu'on attend, on peut avoir un effondrement du NIRS en cas de congestion veineuse, mais c'est un petit peu tardif quand même, on peut déjà avoir des dégâts. Voilà un petit peu le principe d'utilisation de la NIRS. Je voudrais vous faire un rappel méthodologique pour un petit peu les méthodes à suivre pour évaluer la qualité d'un dispositif de monitoring ou un outil diagnostique. Et vous allez voir qu'on est très loin de ça dans le NIRS, malheureusement. Il y a plusieurs valeurs. D'abord, quand on utilise, que ce soit par exemple la troponine ou la bilirubine dans l'anémie hémolytique ou n'importe quel finalement outil, on va d'abord voir si cet outil il a une valeur prédictive, pronostique ou s'il est associé à un événement. Donc, on va faire pour ça des études observationnelles, prospectives éventuellement. On va faire la preuve du concept ou de l'intérêt du dispositif. Et éventuellement, on va comparer à des gold standards, à des choses qui vont être très sensibles, comme des neurobiomarqueurs ou de l'imagerie. Et puis, on va construire on va déterminer la valeur prédictive. Ici, vous avez l'exemple d'une courbe ROC, qui est un des moyens de démontrer la valeur prédictive d'un souci. Donc ça va être en général la première étape. Et puis, si évidemment, on ne voit rien du tout d'associé, rien d'intéressant à cette étape-là, bah, en général, on va s'arrêter là. Ce ne sera pas la peine d'aller plus loin. Si on veut aller plus loin, on va voir si l'utilisation de l'outil est capable d'induire des interventions. Est-ce qu'on est capable de modifier? Donc, dans le cas du NIRS, j'utilise le NIRS. Est-ce que je suis capable de mener des interventions qui vont améliorer l'oxymétrie cérébrale si c'est le dispositif que je cherche? Donc, à ce moment-là, on va faire des études observationnelles qui vont éventuellement être randomisées et on va choisir un critère de jugement principal très sensible. Par exemple, je cherche à déterminer l'impact
de la NIRS dans la stratégie transfusionnelle, eh ben, je vais regarder, je ne vais pas aller très très loin dans le devenir du patient, mais je vais regarder si, bah, par exemple, ma stratégie a permis de faire une épargne transfusionnelle. C'est un exemple. Et puis après, on va essayer d'aller apporter une preuve du bénéfice clinique en finalement faire des études, en général, c'est des études en cluster. On va faire centre par centre, introduire un dispositif et on va voir si j'ai amélioré le devenir du patient avec mon dispositif. Alors évidemment, si je vous dis ça comme ça, bah, vous allez voir que finalement, on a largement déployé l'utilisation du NIRS sans en avoir vraiment déterminé le bénéfice clinique de manière vraiment très, très évoluée. Alors chez l'adulte, eh ben, les gens sont quand même allés beaucoup plus loin. Comme c'est chez l'adulte, je n'ai pas tellement détaillé. Il y a eu des études effectivement randomisées. Vous avez donc une Cochrane sur le sujet. Euh, Étant donné que la NIRS a été moins rapidement développée et moins rapidement rendue obligatoire par certains auteurs qui ont mis largement en avant le NIRS, eh bien, il y a eu la place pour faire des études, éventuellement pour en démontrer le bénéfice clinique, ce qui n'a pas été le cas dans la chirurgie cardiaque pédiatrique. Études qui sont plutôt un petit peu décevantes et notamment, bah, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas capable aujourd'hui de prévenir le risque d'AVC sous CEC. On n'est pas capable de prévenir le risque ischémique dans la chirurgie non cardiaque, ou on n'est pas capable vraiment finalement de prédire grand-chose, même si là encore, l'outil est largement diffusé pour son intérêt dans l'hémodynamique générale. Donc on va dire qu'on est plus sur un des déterminants hémodynamiques dans notre palette d'anesthésistes réanimateurs plus que dans la prédiction très précise d'un risque. Chez l'enfant, euh, donc, quand même, le NIRS, alors l'index d'oxygénation, hein, c'est la différence, hein, enfin, le TOI, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les publications. Vous savez qu'il y a je crois, 5 machines avec l'approbation pour faire du NIRS. Ils ont tous des techniques et des stratégies, des validations, des algorithmes un petit peu différentes. Donc parfois dans les publications, on va parler de RSO2, quand c'est par exemple avec l'INVOS, hein, qui en France est l'outil qui est très développé. Mais dans certaines publications, vous allez pouvoir voir le TOI, donc l'index d'oxygénation tissulaire, et donc qui simplement prend en charge simplement le volume et le débit taux d'hémoglobine oxygénée. Alors, enfin, ça ne change pas grand-chose. Pour dire que vous voyez, vous avez une relativement bonne association entre les chiffres de NIRS bas et de la mortalité post-opératoire après chirurgie cardiaque pédiatrique. Mais si vous avez l'habitude de lire des articles où vous essayez de publier des valeurs prédictives de tests, ce qu'on a fait nous à quelques occasions. Finalement, là, on est quand même sur des valeurs qui restent modérément intéressantes. Et voilà un petit peu, si on détaille un petit peu la valeur prédictive. J'ai choisi cette étude puisque Suomeri, là, ça doit être l'étude qui a dû inclure, je crois, près de 400 nouveau-nés, je crois, après chirurgie cardiaque pédiatrique. Donc, c'est une des plus grosses études finalement. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, alors, admettons que ce soit à peu près l'équivalent des NIR, ce n'est pas tout à fait le cas, mais on peut retenir que ça ressemble. Vous voyez qu'on a une valeur prédictive négative qui n'est pas tout à fait à 100%, et donc ça, c'est tout simplement parce que on peut passer à côté, par exemple, d'AVC, même d'AVC relativement massif, hein, avec un NIRS normal, et pour le coup, on a une valeur prédictive positive de chiffres. Ici, c'est post-opératoire. J'ai pris peut-être la mauvaise table, ou préopératoire, des chiffres bas qui sont assez peu prédictifs finalement de mortalité, y compris neurologique. Hein. Donc voilà. Hein, donc des publis à lire pour bien comprendre un petit peu de quoi on parle quand on parle de l'ANIES. Ici, la NIRS seule, dans cette étude, pour aller voir la survie
à gauche et je confonds l'anglais, mais des petites anomalies du neurodéveloppement à long terme après chirurgie. Ici, c'est à 2 ans. Pour dire que oui, effectivement, dans des valeurs critiques, probablement qu'on est en train de développer des lésions cérébrales et qu'il faut absolument sortir de ces valeurs critiques. Pour autant, vous voyez là encore des intervalles de confiance qui sont très larges. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu, c'est pour vous donner l'ordre d'idée de la valeur prédictive de cet outil. Ici, une autre étude. Alors, je vais tout de suite vous dire que par mauvaise foi et pour la démonstration, j'ai pris des études plutôt un petit peu négatives sur le NIRS et qui en montrent les limites. Mais vous allez pouvoir trouver sur des populations ciblées, notamment, je vous incite à regarder la série de publications donc, de George Hoffman. J'ai déjà cité certains, mais il y a une grande série de publications sur notamment les hypo-VG avec des choses tout à fait intéressantes et pertinentes avec le NIRS, et notamment d'autant plus pertinent que c'est une population vraiment pour laquelle il y a des gros enjeux de la qualité de l'anesthésie-réanimation et des gros enjeux d'hémodynamique et d'hémodynamique cérébrale. Ce qui est évidemment beaucoup moins intéressant lorsqu'on commence à diluer les patients, même si c'est des nouveau-nés, même si c'est des nourrissons. Une fois qu'on a dilué un peu tous ces patients-là avec des patients simples qui ont éventuellement un IRS un peu bas pour une raison X ou Y, et bien évidemment, on aboutit à des valeurs prédictives qui sont moins bonnes. Et ici, pour vous dire que finalement, vous voyez que ces index tissulaires, attention, on est sur une petite série, hein, finalement, discriminent assez peu les patients qui auront un mauvais neurodéveloppement. Mais si vous connaissez, ceux qui connaissent un peu la néonatologie et puis le parcours périopératoire de ce patient, c'est évidemment illusoire d'imaginer que pendant 2 heures de CEC, un chiffre d'oxygénation cérébrale est une valeur prédictive excellente en termes de neurodéveloppement. Voilà, c'est un petit peu évident. Voilà, donc je vous recite cette revue dont j'ai tiré quelques messages. Un outil donc devenu incontournable, un algorithme interventionnel qui est de bon sens, qui évidemment va être employé, mais si vous vous rappelez un petit peu les critères, comment dire, plutôt les étapes de détermination de ce qu'est un bon outil pronostic et un bon outil même pour mener des interventions, mais vous voyez que le NIRS n'a pas passé toutes ces étapes de validation, et notamment puisque ayant une mauvaise finalement valeur prédictive positive, probablement qu'on ferait des interventions à plein de patients, et que si notre objectif c'était le neurodéveloppement même à 2 ans après chirurgie cardiaque néonatale, on serait un petit peu déçu. Donc ces études probablement ne seront pas menées. C'est pas grave puisque l'algorithme reste de bon sens, et ça reste évidemment de toute façon essentiel de sortir de range bas de NIRS et d'avoir le meilleur débit sanguin cérébral et donc le meilleur NIRS possible puisque c'est un excellent estimateur, surrogate en anglais, du débit sanguin cérébral. Rappelez-vous que le NIRS est un mauvais élément prédictif d'AVC, notamment petits AVC, hein. Souvent, quand on a un AVC post-opératoire, on va regarder l'enregistrement des NIRS, on est régulièrement déçu. En dehors peut-être de choses caricaturales, comme par exemple les cannulations artérielles carotidiennes dans l'ECMO, où là on va sortir un petit peu ce cadre, mais là on est plutôt dans l'ECMO. Alors, je vous parle un petit quart d'heure, 20 minutes qui me reste, de comment on va utiliser finalement le NIRS comme estimateur du débit sanguin cérébral, et on va parler d'autorégulation cérébrale. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du débit sanguin cérébral, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce débit sanguin cérébral, à la différence du rein ou du foie, le rein, le patient va se mettre en oligurie dès que le débit sanguin rénal va être bas. En revanche, si vous êtes hypovolimique ou si vous êtes en hypotension à l'occasion d'une maladie, vous n'allez pas passer en AVC jonctionnel, à moins d'être en arrêt cardiaque. Mais grâce à une fonction cérébrale qui est l'autorégulation cérébrale, on préserve le débit sanguin cérébral dans le large range. Et ça, c'est lié à des variations des résistances vasculaires cérébrales qui permettent, excusez-moi, d'avoir donc
un débit sanguin cérébral stable sur un large panel, un large range, intervalle plutôt, de perfusion cérébrale. Hein, donc, encore une fois, vous connaissez probablement de vos études ce diagramme de Lassonde qui vous schématise l'état des artérioles cérébrales, enfin, de dilatation en fonction de la pression de perfusion cérébrale. Et vous voyez qu'on a un large plateau d'autorégulation qui peut être évidemment dépassé. Dans le cas d'hypotension profonde, on va pouvoir avoir un débit sanguin cérébral abaissé. Et dans le cadre d'hypertension, on peut au contraire avoir une hyperémie qui peut, vous savez, être là aussi tout à fait délétère. Alors, je passe sur les théories de l'autorégulation, simplement pour vous rappeler qu'il y a des facteurs musculaires de l'intima, des facteurs métaboliques, et notamment, vous savez que la PaCO2 est l'élément majeur de détermination des débit sanguin cérébral. Si vous faites un peu de Doppler ou des choses comme ça, et chez les malades ventilés, vous pouvez vous en apercevoir très vite. Et puis, il y a aussi tout un tas d'autres facteurs, endothéliaux, inflammation, etc., qui vont jouer sur la qualité de l'autorégulation cérébrale. La vision classique de la perte d'autorégulation cérébrale au cours du traumatisme crânien sévère, c'est celle-ci, ce qui est un petit peu vieillot et certainement pas adapté à notre population de chirurgie cardiaque pédiatrique. Mais ce qui est un petit peu moins classique, c'est que dans des circonstances pathophysiologiques, par exemple l'anesthésie, par exemple le débit sanguin non pulsé, par exemple l'hypothermie, par exemple l'usage d'anesthésique, on va voir éventuellement des circonstances à risque d'un rétrécissement du plateau sanguin d'autorégulation, et ce qui fait qu'on va être plus rapidement dans une zone d'hypoxie cérébrale ou au contraire d'hyperémie cérébrale. Et ce qui est encore un peu plus moderne, c'est d'imaginer une vision dynamique au cours du temps, où on va avoir la qualité de l'autorégulation cérébrale qui va varier en fonction elle-même de la pression de perfusion cérébrale. C'est un peu plus compliqué, on pourra y réfléchir ensemble si vous voulez. Alors, comment est-ce qu'on estime au lit du patient la qualité de l'autorégulation cérébrale? Donc, vous avez compris qu'il faut d'un côté estimer le débit sanguin cérébral et de l'autre côté la pression de perfusion cérébrale. Donc, dans notre contexte chirurgical, on va l'estimer, on va dire que c'est égal à la pression artérielle moyenne, puisqu'on n'est pas censé avoir des pressions intracrâniennes élevées ni des pressions veineuses élevées, notamment sous CEC. Et le débit sanguin cérébral, vous voyez que dans les études, on a pu faire du laser Doppler, du Doppler, de la PIC, donc c'est le TRX, c'est ce qui se fait pour le traumatrame, pour ceux qui pratiquent. Et vous voyez que nous, on parle beaucoup de la NIRS, et donc on va mettre en corrélation ces deux valeurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'autorégulation est préservée, eh bien, la PAM d'un côté et l'autorégulation et le débit sanguin cérébral vont finalement être indépendamment de l'autre, puisque la qualité de l'autorégulation cérébrale va préserver le débit sanguin cérébral, quel que soit le niveau de PAM. Donc, les valeurs évoluent de manière indépendante l'une de l'autre. Donc, il n'y a pas de corrélation entre ces valeurs et l'index de corrélation, qui ici est un coefficient de Spearman, est proche de zéro. Et à la différence de situations pendant lesquelles le débit sanguin cérébral, vous voyez ici, va être très dépendant du niveau de perfusion cérébrale. Et là, on va avoir un index de corrélation qui va être proche de 1. Alors, ce facteur de corrélation de Spearman, il va prendre différents noms en fonction de la manière de laquelle on va estimer le débit sanguin cérébral. Et si on utilise le NIRS, on va parler du COX pour Cerebral Oxygenation Index. Et donc, vous voyez que en cours de CEC, on est capable donc de mesurer la qualité de l'autorégulation cérébrale grâce à cet outil. Ça a été validé grâce à du laser Doppler, le NIRS, et vous voyez qu'on va être capable de déterminer, par exemple ici, des niveaux d'autorégulation, c'est-à-dire une perte de l'autorégulation. Ici, vous voyez que le COX, il va monter brutalement, c'est-à-dire qu'on va avoir un débit qui va être finalement proportionnel euh, au niveau de PAM à partir d'un certain niveau de TPC. Et donc, vous voyez qu'ici, on est capable de reproduire finalement la limite inférieure du plateau d'autorégulation. Ça va être plus clair dans quelques instants quand je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire au lit du patient. Donc, on mesure, on utilise d'un côté le COX et de l'autre la PAM. Là, je simplifie énormément puisqu'on applique une méthodologie statistique. Et on est capable de décrire au fur et à mesure du temps, finalement, un index d'autorégulation cérébrale qu'on appelle le COX. Voilà un peu ce que ça donne
finalement de manière brute. On enregistre la tension du patient tout au long de la CEC, les NIRS et donc le COX. Et puis, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va regarder, on va moyenner, on va regarder les niveaux de COX en fonction des intervalles de pression. Et donc, vous voyez qu'on va dire artificiellement, mais ça, c'est le fruit des publications antérieures, que la perte d'autorégulation se fera pour un index supérieur à 0,3. Et donc, vous voyez qu'on est capable, ici, de reproduire le plateau d'autorégulation cérébrale. C'est-à-dire que chez ce patient-là, pendant la CEC, donc ça, c'est issu d'un vrai patient, hein, pendant la CEC, eh bien, entre 37,5 mm de mercure et 47,5 mm de mercure, on est plutôt sur une autorégulation cérébrale optimale. Et bah, là aussi, du fruit des études antérieures, on sait donc que dans cet intervalle de pression, on va se situer dans un intervalle de pression optimale, la map optimale étant définie par le nadir de cette courbe. Hein, voilà, donc elle est là pour limite inférieure et supérieure d'autorégulation, lower limit of autorégulation, upper limit of autorégulation. Donc voilà un petit peu ce que ça nous permet de donner. On est capable donc de déterminer des maps optimales et on va aussi être capable de déterminer du temps passé dans des régions critiques, c'est-à-dire du temps passé ici en rouge avec un COX qui témoigne d'une autorégulation cérébrale altérée et idem pour le. Alors il y a une preuve et toute une série de littérature chez l'adulte, et vous voyez qu'à la différence du NIRS, ben, vous allez voir qu'on a suivi des étapes beaucoup plus logiques dans l'évaluation de cet outil. Vous voyez ici que, eh ben, on est capable, dans un large panel d'adultes, hein, là on est sur 500 adultes, quelque chose comme ça, de déterminer des limites inférieures d'autorégulation cérébrale pendant la CEC. Et puis, à partir de là, on est allé voir de quelle manière on allait prédire ces valeurs et, les décrire. Je passe un petit peu vite. On a été ensuite capable de montrer, comme je vous disais tout à l'heure, avec des courbes Rock, on est capable d'aller démontrer finalement la qualité de cet outil pour en démontrer une association plutôt assez forte avec la morbimortalité post-opératoire. Notamment, vous voyez stroke, rénal failure et éventuellement d'autres événements post-opératoires. Ici, on est toujours chez l'adulte. Hein. Je passe un petit peu vite, mais là encore, hein, pour vous dire que voilà, le temps passé avec des maps en dessous des limites inférieures d'autorégulation cérébrale, déterminé de manière individuelle, de manière non invasive et au lit du patient pendant la chirurgie, était fortement donc associé de manière assez bien ajustée aux déterminants classiques du score que vous connaissez, l'Euroscore chez l'adulte, était relativement indépendamment associé à des complications post-opératoires chez l'adulte. D'où également, oui, ce qui est important, pardon, là on a parlé des limites inférieures, mais également, comme ça l'a été bien démontré dans le cas du traumatisme crânien, le temps passé dans des limites plutôt supérieures est aussi associé vers de la morbidité post-opératoire. Ici, dans cette étude, on était sur du délirium post-opératoire, puisque vous savez que chez l'adulte, hein, le bas débit cérébral, donc chez les artériopathes, va donner un petit peu des lacunes, des AVC, mais chez tous les malades, et notamment les patients âgés, vont donner du délirium post-opératoire. Et donc, ça a conduit une étude, vous verrez, qui finalement est négative, mais on va parler éventuellement ici d'un biais bien particulier à ce type d'étude, à un essai clinique donc, de cette étude, hein, de gens avec qui, de loin, nous aussi, on travaille. Ils ont essayé de démontrer dans un essai randomisé que l'utilisation de l'outil, la détermination des limites d'autorégulation pendant la CEC était capable de faire mieux pour un groupe de malades. Bon, cette étude, elle est finalement, elle est finalement, on va dire globalement négatif en dehors du délirium. Mais la grosse limite de cette étude, c'est que finalement, elle a été pratiquée dans un groupe entraîné qui travaillait déjà avec la technique et donc qui était déjà très largement sensibilisé à la NIRS,
à la qualité de l'autorégulation cérébrale et à l'importance d'avoir des ranges de pression artérielle moyenne très intéressants. Donc, dans ces équipes entraînées, évidemment, il est très dur de mettre en évidence de faire mieux avec des outils qui sont probablement intéressants, mais qui sont surtout très intéressants sur le concept. Mais à partir du moment où on prend bien en charge son patient, c'est dur de faire la différence. C'est un petit peu comme dans les études, je ne sais pas si vous en parlez dans le DU ou ceux qui font de la CEC, les études de Ranucci sur l'optimisation de la DO2. C'est des études qui sont négatives dans des équipes super entraînées à faire attention à la CEC. C'est évidemment difficile. Si on mettait dans des équipes beaucoup moins férues ou moins attentives à ces questions ce genre d'outil, il est probable qu'on mette en évidence un peu d'intérêt. Alors en pédiatrie, nous on s'est intéressé à ça. Donc on a toute une stratégie de recherche que je ne vais pas développer de l'autorégulation cérébrale pendant la CEC. On a commencé avec Nicolas Jorable à regarder ça sous ECMO en 2019. Et puis pendant ce temps-là, actuellement, il y a des centres ici qui participent à une deuxième étude. Et puis pendant 2 ans, on a monitoré des patients et on a recueilli tous ces index d'autorégulation cérébrale pendant la CEC. On est en train d'étudier ça. Je vais vous montrer quelques résultats préliminaires. Et puis, j'ai reçu le 16 décembre là, les analystes, les radiologues de 45 nouveau-nés avec des IRM post-opératoires immédiats qui vont nous permettre d'avoir des marqueurs assez sensibles. Donc là, je vous présenterai ça si on est invité l'année prochaine au prochain DU, ce sera présenté. Et puis, on fait aussi la même chose avec des neurobiomarqueurs. Donc, ces patients, ils ont été inclus. Et vous voyez que ce qui est intéressant un petit peu, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est pas des résultats uniques, hein, ça a déjà été montré par une équipe américaine, mais euh, on a un peu plus d'effectifs et là on a des choses aussi intéressantes. Alors première chose, il n'y a pas de différence droite-gauche, mais vous voyez que très clairement, la CEC induit globalement un statut de disruption de l'autorégulation cérébrale, et notamment cet impact est d'autant plus fort, ici c'est le groupe gris foncé, donc chez les nouveau-nés. Hein. Donc le nouveau-né, clairement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, et d'ailleurs il ne récupère pas tout à fait en post-opératoire, en post-CEC immédiat, à la différence des enfants un petit peu plus grands. Donc ce qui est intéressant, c'est que clairement, pendant cette période de CEC, il y a une perte de la qualité d'autorégulation cérébrale, donc il va être absolument essentiel de déterminer des seuils de pression artérielle intéressants. On n'a pas de différence que ce que les patients soient cyanotiques ou non cyanotiques. Donc, ce que veut dire, c'est que le chiffre absolu de NIRS n'a pas d'intérêt, que ce soit en pré-op ou pendant la CEC. Clairement, chez les nouveau-nés, cette fois-ci, là, on essaie un échantillon de nouveau-nés sélectionnés, une centaine de nouveau-nés, et clairement, les patients, et notamment quand ils ont eu de l'hypothermie plutôt un petit peu profonde, sont clairement, ils passent du temps en dehors des limites d'autorégulation cérébrale. Donc, clairement, ce sont des patients chez qui on aura dans un avenir proche, j'espère, des interventions à mener pour mieux déterminer les chiffres de pression optimale chez ces patients. Et puis, on a commencé à s'intéresser, vous voyez, à déterminer des limites d'autorégulation cérébrale, parce qu'on a beaucoup de patients. Vous voyez qu'on a quand même des valeurs assez dispersées. Donc ça, toutes ces mesures sont en train d'être revalidées là, par l'équipe de Cambridge avec qui on travaille. Mais on a été capable finalement de déterminer dans à peu près plus de 80% des cas au cours de la CEC, donc des niveaux de pression optimales qui évidemment, sans surprise, hein, correspondent à ce que intuitivement on aurait envie de donner. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, patient par patient, on va être capable de déterminer des limites inférieures et supérieures. Donc, du potentiel pour des études interventionnelles à venir. Ici, il y a encore des résultats préliminaires, mais ce qui est intéressant, et à la lumière de ce qui a été vu chez l'adulte, on s'intéresse à la perfusion cérébrale, mais évidemment, cette perfusion cérébrale optimale, elle est probablement aussi la perfusion cérébrale optimale pour le reste des organes. Et si on regarde dans notre série, rien que chez les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 1 an, le pic de lactate post-opératoire, c'est-à-dire jusqu'à 7 heures le lendemain matin, vous voyez que finalement, dans notre étude, ce qui est le plus associé
au chiffre de lactate, plus que la durée de CEC, plus que le chiffre de NIRS en tant que tel, et plus que le débit de pompe, et plus que le chiffre de tension lui-même, c'est l'association du NIRS et de la tension, et finalement, et c'est le temps passé en dehors de ces limites d'autorégulation, finalement, est très associé à une qualité de la perfusion solaire qui serait inadéquate. Et ici, idem avec le pic de créatinine. Alors, j'en parlerai un peu plus demain à l'occasion de la transposition des gros vaisseaux. On est une équipe qui n'a pas beaucoup d'insuffisance rénale post-opératoire. Malgré tout, on est capable de voir dans ça s'appelle c'est un petit diagramme à la mode là sur GraphPad pour ceux qui connaissent, mais donc il y a une multimatrix là. Et vous voyez que là encore, ben, finalement, la qualité de l'autorégulation cérébrale est aussi associée à la qualité de la perfusion rénale. Donc là, tout à fait intéressant probablement, et bien plus notamment que le chiffre de NIRS cérébral, parce qu'on pourrait en discuter du NIRS rénal aussi. C'était pas le sujet, mais c'est un point de discussion. Voilà, les perspectives à très court terme, on va avoir bientôt l'imagerie cérébrale, donc on va voir si finalement, avec cette méthode d'utilisation du NIRS, eh ben, on fait un petit peu mieux à très court terme, donc 3 semaines après l'intervention, pour prédire des lésions neurologiques. Et donc on verra si on pourra se comparer à nos chiffres de NIRS, puisqu'on va avoir pas mal de patients. Idem avec des biomarqueurs, donc on sait que c'est ce qu'il y a de plus sensible quand même pour déterminer la lésion neurologique. Et puis, finalement, ce qu'on va aussi regarder, c'est que est-ce que dans la période pré-CEC, on est capable de déterminer ce que seront les limites intéressantes. Alors, j'ai commencé à regarder ça. Pour l'instant, c'est dur, mais à peu près un nouveau-né sur deux, on est capable de déterminer avant de partir en CEC ce que seront les limites de perfusion optimales pendant la CEC. Donc là, c'est très, très préliminaire, puisque avec 20 nouveau-nés, là, il faut imaginer que c'est du travail manuel pour l'instant qui demande beaucoup de temps, mais dans l'année, ce sera fait. Autre élément du monitoring, je vous cite un article qui est de la même série que l'article précédent que je vous ai sorti. Il n'y a pas grand-chose finalement en neuromonitoring opératoire. Le Doppler, l'électroencéphalographie et le NIRS, avec l'électroencéphalographie, le NIRS qui est 99% de la littérature. Mais dans les années 2000 et un petit peu plus tard, on a cherché à combiner les deux. On a cherché à voir avec des NIRS bas comment on était capable d'améliorer les choses en contrôlant le Doppler et en regardant les vélocités. Malheureusement, c'est très difficile de faire. Déjà, c'est difficile techniquement de faire du Doppler. C'est difficile de connaître les vélocités normales pour l'âge pendant la CEC. C'est encore plus difficile de connaître les VEC, les vélocités normales quand on a perdu le débit sanguin pulsé. Néanmoins, eh ben, de ces études assez rares et de qualité, bon, ce n'est pas des grandes publications, mais on a quand même vu qu'il y avait une relativement bonne corrélation entre la RSO2 et les vélocités moyennes. Hein. Donc, il faut savoir que dans la plupart des situations, quand on voit une valeur de NIRS baisser, ben, on a aussi des vélocités moyennes basses. La conclusion aurait pu être de dire ben, on va développer une stratégie de recherche pour voir si on est capable de déterminer des pressions optimales ou des débits de pompe optimales avec pour objectif de normaliser les vélocités. Mais ce qui s'est fait en fonction de ces résultats, c'est plutôt d'utiliser tout simplement le NIRS ou d'aller plus loin vers des choses qu'on a fait. Le G qui est cité dans cette revue, je laisserai Nicolas en parler un petit peu plus tard, on s'est mis d'accord. Voilà un petit peu la conclusion de ce topo. J'espère que j'ai été clair. La NIRS, évidemment, est la première modalité du débit, d'estimation du débit sanguin cérébral, même si j'ai eu des propos qui ont insisté sur les limites, c'est surtout pour faire. Il faut comprendre les limites du NIRS. Il faut comprendre une association pronostic qui, malgré tout, est modeste, et il faut comprendre que les algorithmes ne sont pas très, très bien évalués. Et je dis ça parce que en vadrouillant dans les centres, et c'est le cas aujourd'hui, je vois des gens qui réaniment, par exemple, avec des objectifs de NIRS. Réanimer avec un objectif de NIRS, ça peut être intéressant, mais si, par exemple, on commence à transfuser parce que le NIRS est à 48%,
avec une diurèse normale, avec des lactates normaux, avec une SVOD normale, avec à l'échographie, une échographie bon an, mal an, estimée. Mettons qu'on ait une dysfonction VG modérée post-CIV et avec un peu d'HTAP. Et ben, on se dit, j'ai 48% de NIRS, je vais transfuser mon patient, je vais le monter à 54%. Et ben là, en fait, on dépasse complètement la littérature et le message des auteurs sur le sujet. Ça, par exemple, c'est une stratégie qui n'a pas été évaluée. Réduire l'incidence de la transfusion sur les données linéaires, ça c'est quelque chose qui a été fait, mais l'inverse, ça n'est pas vrai. Donc, si j'insiste sur les limites du NIR, c'est pour que les gens soient critiques dans leur façon de l'utiliser. Et il faut utiliser la NIRS dans un panel d'éléments déterminant la qualité de l'hémodynamique cérébrale ou de l'hémodynamique générale. Et, euh, et voilà, je vois aussi des gens faire de la CEC avec des objectifs de NIRS. C'est possiblement intéressant, mais monter le débit de pompe ou monter la pression de perfusion au-delà des valeurs normales, classiques, éventuellement avec renfort de gros volumes de remplissage ou de fort débit, peut-être un peu plus d'hémolyse, etc., pour normaliser le NIRS, pour faire en sorte de ce qu'on imagine normaliser le NIRS, ben là, on dépasse clairement les conclusions de la littérature existante sur le sujet. Et donc, voilà, il faut, le message, c'est d'apprendre à, enfin, en fait, c'est d'apprendre à lire. Hein. Et donc, lisez la revue que j'ai citée, qui est très bien faite pour ça. Euh, Autre message et qui est intéressant pour nous dans nos perspectives de recherche, c'est que le débit sanguin cérébral optimal, et c'est pour ça que le neuromonitoring est important, c'est qu'a priori, c'est également la perfusion tissulaire optimale, même si, et Mirella a fait une belle publication sur ce sujet, c'est l'association des NIRS rénaux qui réellement permet de mieux apprécier l'oxygénation tissulaire globale. Sachez que donc, des stratégies d'indemnisation de MAP optimale sont à l'étude. Il y a notre petit groupe, mais évidemment, on n'est pas tout seul et d'autres le font. D'autres manières d'estimer le débit sanguin cérébral et donc d'autres manières de faire du neuromonitoring sont possibles. Et le Doppler transcrânien, aujourd'hui, c'est difficile, mais pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, il y a eu un congrès de neuromonitoring et ben, des casques de miniaturisation avec des sondes qui vont aller chercher à se repositionner dans le temps sont plus qu'à l'étude, hein, sont disponibles chez l'adulte et on est capable de faire des estimations du débit sanguin cérébral aujourd'hui en live au lit du malade. Donc ça demande vraiment à évaluer dans notre population. Les techniques électroencéphalographiques, il y a la littérature uniquement dans l'hypothermie profonde. Je n'ai pas insisté parce que la tendance vraiment aujourd'hui n'est plus vraiment à ce type de prise en charge en CEC. Et donc, il n'y a plus beaucoup finalement d'utilisation de l'EEG péri-opératoire vraiment pendant la CEC. Par contre, on va l'utiliser en post-opératoire. Vous allez voir comment dans un instant. Et donc, merci pour votre attention et j'en ai fini. Alors là, j'espère qu'on ne va pas me dire qu'on n'a rien entendu.